En nettoyant le bureau, la femme de ménage a vu un nom sur un document. Elle est restée figée en réalisant que c'était l'homme qui l'avait laissée enceinte il y a 15 ans. 3 heures du matin, Bordeaux dormait sous un ciel d'encre. Seuls quelques réverbères perçaient à l'obscurité des rues désertes. Dans la tour de verre du quartier d'affaires Mériadec, une silhouette solitaire se déplaçait entre les bureaux silencieux, un chariot de nettoyage glissant sur le marbre poli. Isabelle Dubreuil ajusta ses gants en caoutchouc et poussa un soupir discret. 15 ans qu'elle arpentait ces couloirs de pouvoir la nuit, invisible aux yeux de ceux qui les occupèrent le jour. 15 ans à nettoyer les traces de leurs ambitions, à vider leurs corbeilles remplies de rêves brisés et de contrats juteux. Encore 3 étages, murmura-t-elle en consultant sa montre. Sa voix résonnait étrangement dans le vide. À 34 ans, Isabelle avait appris à aimer cette solitude nocturne. Pas de regard condescendant, pas de remarques déplacées, juste elle, son travail et le ronronnement de l'aspirateur qui couvrait parfois le bruit de ses pensées. Elle poussa la porte du dernier bureau de l'étage, celui marqué direction générale, un bureau somptueux aux meubles de cuir noir, aux murs ornés de diplômes et de photos de poignées de main avec des ministres. L'argent et le pouvoir suintaient de chaque recoin. Isabelle commença par dépoussiérer les étagères. Ses gestes mécaniques et précis, combien de fois avait-elle imaginé ce que ce serait de s'asseoir dans ce fauteuil directorial, de porter ses tailleurs coûteux au lieu de sa blouse de travail? Ces rêves-là, elle les avait enterrés depuis longtemps. Un sourire mélancolique effleura ses lèvres en pensant à Chloé. Sa fille de 15 ans était tout ce qui comptait désormais. Brillante, déterminée. Elle avait hérité de cette flamme que les années n'avaient ni pas réussi à éteindre chez sa mère. « Maman, tu rentres à quelle heure ?» lui avait demandé Chloé avant de se coucher. « Vers 6 heures, ma chérie, comme d'habitude. J'ai eu mes notes de français aujourd'hui, 18 sur 20. Je suis fière de toi, tu le sais. Oui, fière et terrifiée à la fois. » Chloé grandissait si vite, posait tant de questions sur son père. Il était comment, papa? Pourquoi il est mort si jeune? Tu as des photos de lui? Isabelle avait inventé un père héroïque, mort dans un accident de voiture avant la naissance de Chloé. Un mensonge nécessaire, pensait-elle. Comment expliquer à une enfant que son père l'avait abandonnée, qu'il était parti sans un mot, sans un regard en arrière? Elle secoua la tête pour chasser ses souvenirs douloureux et se dirigea vers le bureau directorial. Une pile de documents traînait sur le cuir sombre. Normalement, elle ne regardait jamais. Discrétion professionnelle oblige. Mais ce soir, quelque chose attira son attention. Un contrat d'expansion, groupe Morel. Elle fronça les sourcils. Ce nom, Morel, pourquoi cela lui semblait-il familier? Ses yeux parcoururent machinalement la page, s'arrêtant sur la signature au bas du document. Une signature élégante, assurée. Mathieu Morel, président directeur général. Le monde s'effondra, le chiffon tomba de ses mains tremblantes. Mathieu Morel, non, c'était impossible. Il ne pouvait pas être. Mon Dieu, chuchota-t-elle, la voix brisée. Elle se laissa tomber sur la chaise du bureau, les jambes coupées. Mathieu, son Mathieu, celui qu'il avait aimé dans les jardins de la villa du bourg, celui qui lui murmurait des promesses d'éternité sous les platanes de la place des Quinconces, celui qui l'avait abandonnée enceinte. Les souvenirs déferlèrent comme un raz de marée. Cette soirée de gala, où elle servait des coupes de champagne aux invités fortunés, lui, si élégant dans son smoking, qui l'avait regardé différemment des autres, pas comme une domestique, mais comme une femme. « Comment tu t'appelles ?» avait-il demandé. Et sa voix avait fait chavirer son cœur de 19 ans, 3 mois d'amour secret, 3 mois de rendez-vous clandestins dans son petit studio de la rue Sainte-Catherine. Il lui parlait de l'avenir, de leurs projets, de cette famille qu'ils fonderaient ensemble malgré les différences sociales. L'amour triomphe de tout, Isabelle, même des préjugés de ma famille. Mensonge, tout n'était que mensonge. Quand elle lui avait annoncé sa grossesse, radieuse, certaine qu'il la demanderait en mariage, il était devenu livide. « Il faut que je réfléchisse », avait-il balbutié le lendemain. Son téléphone était coupé, son appartement, vide. Isabelle avait attendu, des semaines, des mois. Elle avait accouché seule à l'hôpital Saint-André, tenant la main d'une sage-femme compatissante. Chloé était née sous les larmes de sa mère abandonnée. Et maintenant elle découvrait qu'il était vivant. Pire,
qu'il avait prospéré, qu'il dirigeait un empire financier pendant qu'elle nettoyait les bureaux la nuit pour élever leur fille. Ses mains tremblaient en tenant le document. Mathieu Morel, président, riche, respecté, marié, sans doute, à une femme de son milieu. Salaud, cracha-t-elle entre ses dents. La colère montait, brûlante, purificatrice, 15 ans de galère, de sacrifice, de nuits blanches, 15 ans à mentir à Chloé sur l'identité de son père, 15 ans à porter seule le poids de cette maternité. Elle photographia le document avec son téléphone portable d'une main fébrile. Il fallait qu'elle vérifie, qu'elle s'assure que c'était bien lui, mais au fond d'elle-même, elle le savait déjà. Cette signature, elle l'avait vue sur les petits mots qu'il glissait sous sa porte. Cette écriture penchée, ces M majuscules si caractéristiques. Isabelle rangea précipitamment ses affaires. Elle ne pouvait plus rester ici, dans ce bureau, face à cette preuve de sa trahison. Elle avait besoin d'air, de réfléchir, de décider ce qu'elle allait faire de cette découverte. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers le rez-de-chaussée, elle croisa son reflet dans le miroir, visage creusé par les années de labeur, mains abîmées par les produits chimiques, uniforme froissé. À côté de cette image, elle imagina Mathieu dans son costume 3 pièces, ses cheveux toujours parfaitement coiffés, ses mains soignées qui n'avaient jamais connu la fatigue du travail physique. Le contraste était saisissant, révoltant. Dehors, l'aube pointait timidement à l'horizon. Bordeaux se réveillait lentement. Les premiers tramways glissaient sur leurs rails. Quelques joggeurs matinaux parcouraient les quais de Garonne. Isabelle monta dans sa vieille Clio et démarra en direction de son appartement de Bacalan. Dans quelques heures, Chloé se lèverait pour aller au lycée, sa fille qui rêvait d'intégrer Sciences Po, qui travaillait avec acharnement pour obtenir une bourse d'excellence, sa fille qui ne savait pas que son père était l'un des hommes les plus riches de la région. Une idée germa dans son esprit fatigué, une idée terrible et séduisante à la fois. Et si elle allait le voir, et si elle lui disait la vérité, et si elle exigeait enfin ce qu'il leur devait, Chloé méritait mieux que cette existence au rabais. Elle méritait de connaître ses origines, d'avoir accès aux opportunités que sa naissance lui offrait légitimement. Isabelle serra le volant plus fort. Oui, elle irait le voir. Elle affronterait Mathieu Morel et réclamerait justice pour leur fille. Après 15 ans de silence, il était temps que la vérité éclate. 3 jours s'étaient écoulés depuis la découverte qui avait bouleversé l'existence d'Isabelle. 3 jours à tourner en rond dans son petit appartement, à chercher sur Internet des informations sur Mathieu Morel, à regarder Chloé partir au lycée en se demandant si elle devait tout lui révéler. Les recherches avaient confirmé ses pires craintes. Mathieu n'était pas seulement riche, il était devenu une figure incontournable du monde des affaires bordelais. Photos de galas de charité, articles dans Sud-Ouest vantant ses succès entrepreneuriaux, interviews télévisées où il parlait de responsabilité sociale, avec cette assurance qu'elle lui avait toujours connue. Et à son bras, toujours la même femme, Aurélie Garnier-Morel, héritière d'une dynastie viticole, blonde élégante au sourire de façade. Mariée depuis 12 ans, d'après les articles, pas d'enfant mentionné. Hypocrite, murmurait Isabelle en fermant son ordinateur portable. Ce vendredi soir, elle avait pris sa décision. Le groupe Morel organisait une soirée de lancement pour un nouveau projet immobilier au Grand Théâtre. L'information circulait partout dans les journaux locaux. C'était l'occasion ou jamais. Isabelle avait emprunté une robe noire à sa voisine Martine, ancienne couturière qui gardait encore quelques créations de ses beaux jours. « Tu es sûre que tu ne veux pas me dire pourquoi ?» avait insisté Martine en ajustant la taille. « C'est personnel », avait répondu Isabelle, évitant son regard. À 20h, elle se tenait devant les marches du Grand Théâtre, le cœur battant. Les invités affluaient en tenue de soirée, sortant de leur BMW et Mercedes avec cette désinvolture que seul l'argent peut donner. Isabelle se sentait comme une intruse, mais elle serra les poings. Elle avait autant le droit d'être ici que ces bourgeois. Plus même, elle portait l'enfant de leur hôte. L'entrée fut plus facile que prévu. Dans la cohue, personne ne vérifia vraiment les invitations. Isabelle se glissa parmi les convives, accepta une coupe de champagne d'un serveur qui ne la reconnut pas. Elle avait souvent travaillé pour ce traiteur, et se fondit dans la masse. Le hall du théâtre avait été transformé en salon de réception somptueux, lustres en cristal, arrangements floraux grandioses, orchestre de chambre jouant du Vivaldi. L'argent coulait à flots, et Isabelle ne put s'empêcher de calculer mentalement ce que coûtait cette soirée, probablement plus que son salaire annuel.
elle l'aperçut enfin près du grand escalier, entouré d'un cercle d'admirateurs. Mathieu, plus âgé, bien sûr, quelques rides au coin des yeux, les tempes légèrement argentées, mais toujours cette prestance qui l'avait séduite 15 ans plus tôt. Il portait un smoking parfaitement coupé, riait aux plaisanteries d'un homme bedonnant, qu'Isabelle reconnut comme étant le maire de Bordeaux. À côté de lui, Aurélie rayonnait dans une robe de soie bordeaux qui devait valoir une fortune. Elle était belle, il fallait l'admettre, cette beauté froide et parfaite des femmes qui n'ont jamais connu le moindre souci matériel. Isabelle vida sa coupe d'un trait pour se donner du courage et se dirigea vers le groupe. Son cœur tambourinait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende par-dessus la musique. Monsieur Morel. Il se retourna, un sourire commercial déjà plaqué sur les lèvres. Ce sourire s'effaça instantanément quand il la reconnut. La couleur déserta son visage. Et Isabelle eut la satisfaction cruelle de le voir vaciller légèrement. « Isabelle » balbutia-t-il, incrédule. Le maire et ses autres interlocuteurs les regardaient avec curiosité. Aurélie fronça les sourcils, son instinct de femme alerté par la tension soudaine qui émanait de son mari. « Bonsoir Mathieu », dit Isabelle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme. « Nous devons parler. Je ne vois pas de quoi, » répondit-il, tentant de reprendre contenance. « Vous devez faire erreur. Je ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. » Le coupa-t-elle en passant au tutoiement, pas après ce que nous avons vécu. Un silence pesant s'abattit sur le petit groupe. Aurélie s'était rapprochée, ses yeux bleus passant d'Isabelle à son mari avec une acuité inquiétante. « Chérie, qui est cette ?»« Personne, » demanda-t-elle, sa voix de velours ne parvenant pas tout à fait à masquer l'irritation. « C'est... » bafouilla Mathieu. Isabelle Dubreuil. Se présenta cette dernière en tendant la main à Aurélie avec un sourire qu'elle espérait neutre. « Enchantée de vous rencontrer enfin, Madame Morel, votre mari et moi. Nous nous connaissons depuis... une 15aine d'années maintenant. » Aurélie serra la main tendue avec la froideur d'un reptile, ses ongles parfaitement manucurés, effleurant à peine la peau d'Isabelle. « Vraiment ? Et dans quel contexte vous êtes-vous rencontrés ?» Le maire et les autres invités avaient discrètement reculé, sentant l'électricité dans l'air. Mathieu semblait pétrifié, incapable de prononcer un mot. « Oh, c'est une longue histoire, » répondit Isabelle, savourant son malaise. « Peut-être pourrions-nous en discuter en privé, Mathieu, pour parler du bon vieux temps et de certaines responsabilités oubliées. Je ne pense pas que ce soit le moment ni l'endroit, » articula enfin Mathieu, retrouvant un semblant de contrôle. « Cette soirée est importante pour l'entreprise. » « Ah, l'entreprise. Toujours l'entreprise avant tout, n'est-ce pas ? Certaines choses ne changent jamais. » Le ton d'Isabelle s'était durci. Autour d'eux, quelques invités commençaient à tendre l'oreille, sentant le scandale venir. « Si vous voulez bien nous excuser, » intervint Aurélie d'un ton glacial. « Mon mari a des obligations ce soir. Peut-être pourriez-vous prendre rendez-vous avec son assistant si vous avez des affaires à régler. » « Des affaires, » répéta Isabelle avec un rire amer. « On peut appeler ça comme ça, effectivement, sauf que certaines affaires ne se règlent pas avec un assistant. Certaines affaires nécessitent qu'on assume ses responsabilités en homme. » Mathieu la prit par le bras, ses doigts se refermant avec une force qui la surprit. « Venez, » siffla-t-il entre ses dents. « Parlons dehors. » Il l'entraîna vers une porte latérale donnant sur un balcon désert. L'air frais de novembre les gifla, mais Isabelle accueillit cette sensation avec soulagement. Elle avait besoin d'oxygène pour affronter ce qui allait suivre. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» attaqua-t-il dès qu'ils furent seuls. « Comment as-tu eu l'audace de... »« L'audace ! L'audace !» explosa Isabelle. « Tu oses me parler d'audace. Toi qui m'as abandonnée enceinte. Toi qui as disparu comme un lâche. Baisse d'un ton. On pourrait nous entendre. Et alors, tu as honte de moi. Tu as honte de ce qu'on a vécu. » Mathieu passa une main nerveuse dans ses cheveux, détruisant sa coiffure parfaite. Ce qu'on a vécu, c'était une erreur. Tu le savais dès le début. Nos milieux, nos éducations, on n'était pas faits pour être ensemble. Alors pourquoi m'avoir fait tous ces discours sur l'amour qui triomphe de tout ? Pourquoi m'avoir fait croire qu'on construirait quelque chose ensemble ? J'étais jeune, j'étais idéaliste. La réalité m'a rattrapée. La réalité, ou la pression de ta famille. Le silence de Mathieu lui confirma qu'elle avait touché dans le mille. « Peu importe, » reprit-elle. « Ce qui compte, c'est que tu as une fille, notre fille. Elle s'appelle Chloé. Elle a 15 ans.
Et elle est brillante. Elle mérite de connaître son père. » Mathieu la regarda comme si elle venait de lui annoncer la fin du monde. « C'est impossible, » souffla-t-il. « Tu ne peux pas. Ma situation, ma femme. Ta femme n'a pas l'air d'avoir eu d'enfant. » Observa Isabelle cruellement. « Problème de fertilité, comme c'est dommage. Tu ne sais rien de ma vie privée. Je sais que tu as une fille qui grandit sans père. Je sais qu'elle se pose des questions. Je sais qu'elle mérite mieux que les mensonges que je suis obligée de lui raconter pour protéger ton précieux secret. » Mathieu se dirigea vers la balustrade, contemplant les lumières de Bordeaux qui scintillaient en contrebas. « Qu'est-ce que tu veux ?» finit-il par demander, la voix résignée. « La reconnaissance, que tu assumes tes responsabilités, que Chloé puisse porter ton nom si elle le souhaite. C'est du chantage. Non, c'est de la justice. » Il se retourna vers elle, et l'espace d'un instant, elle retrouva l'homme qu'elle avait aimé, celui qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Je peux t'offrir de l'argent, beaucoup d'argent, pour que tu disparaisses, pour que tu emmènes la petite loin d'ici et qu'on n'entende plus jamais parler de cette histoire. » Isabelle le gifla, le claquement résonna dans l'air froid comme un coup de fouet. « Va te faire foutre, Mathieu Morel, ma fille n'est pas à vendre. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte, avant de disparaître. Elle se retourna une dernière fois. « J'étais venue ce soir pour voir si l'homme que j'avais aimé existait encore quelque part sous ce costume. J'ai ma réponse. Tu as une semaine pour réfléchir. Après ça, je raconterai tout à Chloé. Et crois-moi, je ne lui épargnerai aucun détail sur la lâcheté de son père. Elle le laissa seul sur ce balcon, face à l'effondrement de son monde parfaitement ordonné, le lundi matin suivant la confrontation au Grand Théâtre. Aurélie Garnier-Morel sirotait son thé Earl Grey dans la véranda de leur villa de Codérin. Mais son esprit était ailleurs. L'image de cette femme brune aux yeux de feu qui avait osé défier son mari en public la hantait depuis 3 jours. Isabelle Dubreuil. Ce nom résonnait étrangement à ses oreilles, comme un écho lointain d'un passé qu'elle ne connaissait pas. Mathieu avait été d'une humeur massacrante tout le week-end, s'enfermant dans son bureau, évitant ses regards, répondant par monosyllabes à ses questions. « Brigitte !» appela-t-elle la gouvernante. « Pourriez-vous me préparer le petit déjeuner de monsieur ? Je crois qu'il va être en retard. »« Bien sûr, madame. Dois-je lui dire quelque chose de particulier ? » ?»« Non, laissez. Je vais monter le voir. » Aurélie gravit les marches de marbre de l'escalier d'honneur. Ses talons loup-boutin claquant sèchement sur la pierre froide, elle trouva Mathieu dans son bureau privé, encore en peignoir, fixant son ordinateur portable d'un air absent. « Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre le chambranle. « Si, dans un moment. Mathieu, il faut qu'on parle de vendredi soir. » Il releva enfin la tête, et elle fut frappée par la fatigue qui creusait ses traits. Cet homme qui commandait un empire de plusieurs centaines de millions d'euros semblait soudain vulnérable, presque fragile. Il n'y a rien à dire. Aurélie, cette femme, c'est du passé, très lointain. Le passé a une fâcheuse tendance à ressurgir au pire moment, surtout quand on ne s'en occupe pas correctement. Elle s'assit face à lui, croisant ses longues jambes avec cette élégance naturelle qui faisait sa réputation dans le tout Bordeaux. « Je vais faire appel à Laurent Mercier », annonça-t-elle calmement. « Le détective privé. Mais enfin, Aurélie, ce n'est pas nécessaire. Au contraire, c'est indispensable, cette Isabelle. Elle t'a menacée, n'est-ce pas? Je l'ai vue dans tes yeux, dans les siens aussi d'ailleurs. Il y a une histoire là-dessous, et je veux savoir laquelle. » Mathieu se leva brusquement, renversant sa tasse de café qui se brisa sur le parquet ciré. « Nom de Dieu, Aurélie, tu ne peux pas laisser tomber, pour une fois. » Le ton violent la surprit. En 12 ans de mariage, Mathieu n'avait jamais élevé la voix contre elle. Leur union était un contrat social parfaitement orchestré. Lui apportait la fortune et le prestige. Elle apportait le pédigré et les relations. Pas d'amour, mais du respect mutuel et des intérêts convergents, justement parce que je respecte notre arrangement que je ne peux pas laisser passer ça, répliqua-t-elle d'une voix de glace. Notre réputation, notre position sociale, tout ce qu'on a construit ensemble. Je ne laisserai personne le détruire, pas même toi, de l'autre côté de la ville, dans son 2 pièces de Bacalan. Isabelle préparait le petit déjeuner de Chloé avec des gestes mécaniques. Sa fille bavardait joyeusement, ignorant totalement les tourments qui agitaient sa mère. « Tu sais quoi, maman ? Dubois pense que j'ai mes chances pour le concours général. Il dit que mon dossier est excellent et que... » « C'est formidable, ma chérie.
l'interrompit Isabelle sans vraiment écouter. « Maman, ça va, tu as l'air bizarre depuis quelques jours. » Isabelle se força à sourire. Comment expliquer à sa fille qu'elle venait de retrouver l'homme qui l'avait abandonnée? Comment lui dire que son père n'était pas mort dans un accident, mais qu'il dirigeait une des plus grosses entreprises de la région? « Je suis juste fatiguée, ma puce. Le travail de nuit, tu sais. D'ailleurs, j'ai une excellente nouvelle, » s'exclama Chloé en tartinant son pain. « J'ai reçu une réponse pour ma candidature au lycée Montaigne à Talence. Tu te souviens? Celui avec les classes préparatoires d'excellence. » Le cœur d'Isabelle s'arrêta. Le lycée Montaigne était l'un des plus prestigieux de la région, fréquenté par l'élite bordelaise. Et j'ai eu la bourse. Une bourse complète. Je commence la semaine prochaine. Chloé se jeta dans les bras de sa mère. Rayonnante de bonheur, Isabelle la serra contre elle, partagée entre la fierté et l'angoisse. Sa fille allait évoluer dans le monde de Mathieu, côtoyer ses semblables, peut-être même croiser sa route sans le savoir. C'est merveilleux, ma chérie. Je suis si fière de toi. Tu imagines, maman, moi dans un lycée comme ça, avec tous ces gosses de riches. J'espère que je ne vais pas trop détonner. Tu vaux tous ces gosses de riches réunis? Chloé, ne l'oublie jamais. Après le départ de sa fille, Isabelle resta seule avec ses pensées. L'ultimatum qu'elle avait lancé à Mathieu arrivait à échéance dans 4 jours. Avait-elle eu raison de le menacer? Et s'il décidait de l'ignorer? Et s'il... Son téléphone sonna, interrompant ses réflexions. Numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Dubreuil. Ici Édouard Lamotte, assistant de M, Mathieu Morel. M, Morel souhaiterait vous rencontrer aujourd'hui à 15h. Est-ce possible ?» Le cœur d'Isabelle s'emballa. Il avait cédé, plus vite qu'elle ne l'avait espéré. Où ça? Parking souterrain du centre commercial Mériadec. Niveau 2, M, Morel vous y attendra. J'y serai, à 15h précise. Isabelle descendait dans les entrailles bétonnées du parking. L'endroit était sinistre, mal éclairé, résonnant d'échos inquiétants. Elle reconnut immédiatement la silhouette de Mathieu près d'une BMW noire, même si elle eut du mal à concilier cette image avec ses souvenirs du jeune homme insouciant qu'elle avait aimé. « Tu es venu ?» dit-il sans préambule. « Tu en doutais ?» Il la dévisagea longuement, comme s'il essayait de retrouver en elle la jeune fille de 19 ans qui l'avait séduite. « Tu as changé, Isabelle. 15 ans de galère. Ça forge le caractère. Toi aussi, tu as changé. Empire. » Un silence pesant s'installa entre eux, troué seulement par le bruit lointain des voitures. « J'ai réfléchi à ta proposition, » reprit Mathieu. « Et j'ai une contre-offre. » Il sortit une enveloppe Kraft de sa veste et la lui tendit. 2 millions d'euros. Cash. En échange. Tu disparais, toi et la petite. Vous partez loin de Bordeaux. Vous changez de nom si nécessaire. Cette histoire n'aura jamais existé. Isabelle ouvrit l'enveloppe et en sortit un chèque certifié. Le montant la fit vaciller. 2 millions. De quoi offrir à Chloé les meilleures études, de quoi leur assurer une vie confortable jusqu'à la fin de leurs jours. « Tu crois vraiment que tout s'achète ?» demanda-t-elle en déchirant le chèque en 4 morceaux qui voltigèrent jusqu'au sol crasseux. Mathieu blêmit. « Nom de Dieu, Isabelle, tu es folle. Tu viens de détruire l'avenir de ta fille. L'avenir de ma fille ne se construit pas sur des mensonges et de l'argent sale. De l'argent sale, mon groupe emploie 3000 personnes. Nous contribuons au développement économique de toute la région. Épargne-moi tes discours de businessman, Mathieu. Je ne suis plus cette petite serveuse naïve qui gobait tes boniments. » Elle fit un pas vers lui, et il recula instinctivement. « D'ailleurs, puisqu'on parle de ton précieux groupe, j'ai eu accès à certains documents intéressants ces derniers temps. Trafic d'influence, surfacturation de marchés publics, optimisation fiscale douteuse. Très intéressant, tout ça. » Le visage de Mathieu se décomposa. « Tu n'oserais pas. Et c'est moi. J'ai fait des copies. S'il m'arrive quelque chose, si Chloé est menacée d'une quelconque manière, tout sera envoyé simultanément au procureur de la République. À Sud-Ouest et à France 3 Aquitaine. C'est du chantage. Non, c'est de l'assurance vie. Tu as encore 3 jours, Mathieu. Réfléchis bien. La reconnaissance de Chloé ou l'effondrement de ton empire, à toi de voir. » Elle tourna les talons et se dirigea vers l'ascenseur. Laissant Mathieu pétrifié au milieu des voitures endormies, le même soir, Laurent Mercier, détective privé de 52 ans, était assis dans sa voiture banalisée devant l'immeuble d'Isabelle,
Il observait les fenêtres éclairées du 2e étage à travers ses jumelles, prenant des photos de la jeune fille qui faisait ses devoirs à sa table de cuisine. Chloé Dubreuil, 15 ans, élève brillante, ressemblance troublante avec son commanditaire. Son téléphone vibra, SMS d'Aurélie Morel. Du nouveau. Il tapa rapidement sa réponse. Confirmation. La fille existe. Âge correspondant. Ressemblance frappante. Rapport complet demain. Au-dessus de lui, Chloé ferma ses livres et éteignit sa lampe de bureau. Elle ne savait pas encore que sa vie allait basculer, que des forces terribles s'apprêtaient à se déchaîner autour d'elle. Dans l'ombre, les pièges se refermaient lentement sur une famille qui ne savait pas encore qu'elle en était une. Le lycée Montaigne se dressait dans le quartier huppé de Talence comme un temple du savoir réservé à l'élite, ses façades de pierre blonde, ses jardins parfaitement entretenus et ses grilles dorées en imposaient. Chloé franchit le portail pour la première fois ce lundi matin, son sac à dos usé contrastant avec les cartables de cuir des autres élèves. « Merde alors », murmura-t-elle en découvrant la cour d'honneur. Autour d'elle, des adolescents de son âge descendaient de voitures allemandes, conduites par des chauffeurs ou des mères en tailleur Chanel. Les conversations fusaient sur les vacances aux Seychelles, les week-ends en famille dans les châteaux du Médoc. Les cours d'équitation au club hippique, Chloé ajusta les bretelles de son sac et se dirigea vers le hall principal. La secrétaire, une femme d'âge mûr aux lunettes dorées, l'accueillit avec un sourire commercial. « Vous devez être Chloé Dubreuil. Notre nouvelle boursière, félicitations pour votre dossier exceptionnel. Voici votre emploi du temps et votre carnet de correspondance. » Le mot boursière résonna dans le hall comme un stigmate. Quelques têtes se tournèrent, jaugeant cette nouvelle venue qui ne payait pas les frais de scolarité astronomique de l'établissement. « Merci, madame », répondit Chloé en gardant la tête haute. Sa première journée fut un mélange de fascination et d'intimidation. Les salles de classe étaient équipées d'écrans interactifs dernier cri, la bibliothèque rivalisait avec celle de l'université, et le réfectoire proposait des menus gastronomiques qui changeaient quotidiennement. À la pause déjeuner, Chloé s'assit seule à une table près des fenêtres, observant ses nouveaux camarades. Ils parlaient fort, riaient avec cette assurance que seule une enfance dorée peut donner, évoquaient leurs projets d'avenir comme des évidences. Sciences Po, HEC, l'ENA pour les plus ambitieux. « Tu es la nouvelle ?» demanda une voix derrière elle. Chloé se retourna et découvrit un garçon aux cheveux châtains et aux yeux verts, plutôt beau gosse dans son pull en cachemire. « Oui, Chloé Dubreuil. Alexandre Dubois. Mes potes m'appellent Alex. Tu viens d'où ? Bacalan. » Elle vit une lueur de surprise traverser le regard d'Alexandre. Bacalan, c'était l'autre bout du monde social pour ses privilégiés. « Cool. Moi j'habite à Codéran. Pas loin d'ici. Tu fais quoi comme spécialité ? Maths, physique, chimie. Je vise une prépa scientifique. Respecte, moi c'est plutôt sciences éco et sciences po. Papa veut que je reprenne l'entreprise familiale plus tard. » Chloé acquiesça, se demandant de quelle entreprise il pouvait bien s'agir. Dans ce lycée, tous les pères semblaient diriger des empires. De son côté, Aurélie Garnier-Morel déjeunait au restaurant Le Pressoir d'Argent avec ses amis du club de bridge, mais son esprit était ailleurs. Le rapport de Laurent Mercier était posé dans son sac Hermès, et chaque ligne l'avait glacé d'effroi. Isabelle Dubreuil, 34 ans, née à Bordeaux, fille unique de parents décédés, emploi précaire depuis l'âge de 19 ans, serveuse, femme de ménage, actuellement agent d'entretien nocturne pour la société Clean First, mère célibataire de Chloé Dubreuil, née le 15 mars 2009, père non reconnu sur l'acte de naissance, domicilié, 47, rue Marcel Sambat, Bacalan, revenu modeste, aucun soutien familial. La jeune Chloé vient d'intégrer le lycée Montaigne grâce à une bourse d'excellence. Les dates correspondaient parfaitement. 15 ans plus tôt, Mathieu avait eu cette liaison dont il pensait qu'elle n'aurait pas de conséquences. 15 ans plus tôt, Aurélie découvrait qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, condamnée par une malformation congénitale que sa famille avait toujours cachée pour préserver ses chances de bien se marier. « Aurélie, tu m'écoutes ?» demanda Françoise de Monclar, sa plus vieille amie. « Pardon, j'étais distraite, tu disais. Je parlais du gala de charité de samedi prochain. Tu viendras avec Mathieu. »« Bien sûr, » répondit Aurélie machinalement, mais en réalité, elle ne pensait qu'à une chose. Cette gamine qui évoluait maintenant dans le même monde qu'elle, qui côtoyait peut-être les enfants de ses amis, qui portait le sang de son mari,
Isabelle terminait son service de nettoyage à 4 heures du matin quand son téléphone vibra. Message de Chloé, envoyé la veille au soir. Premier jour génial. Le lycée est dingue, les profs super. J'ai même rencontré un garçon sympa. Je crois que je vais me plaire ici. Merci pour tout, maman. Je t'aime. Un sourire fatigué éclaira le visage d'Isabelle. Au moins, sa fille était heureuse. Cette bourse était une chance inespérée, une porte vers un avenir qu'elle-même n'avait jamais pu espérer. Elle rangea son matériel de nettoyage dans la réserve du dernier étage, mais au lieu de partir, elle se dirigea vers le bureau de la direction générale. L'endroit où tout avait commencé, la porte était fermée à clé, évidemment. Mais Isabelle avait gardé le trousseau de la femme de ménage de jour, partie en congé maladie. Elle poussa la porte et alluma la lumière. Le bureau de Mathieu était exactement comme dans son souvenir. Imposant, luxueux, intimidant. Elle s'assit dans son fauteuil de cuir et contempla la vue sur Bordeaux qui s'étendait à ses pieds. Combien de décisions importantes avaient été prises dans ce fauteuil? Combien de destins s'étaient joués derrière ce bureau? Et maintenant, c'était au tour de Mathieu de prendre la décision la plus importante de sa vie. Isabelle ouvrit les tiroirs, cherchant d'autres documents compromettants. Elle tomba sur un dossier marqué « Confidentiel, projet Garonne ». En le parcourant, elle découvrit un réseau complexe de sociétés écrans, de virements suspects vers des paradis fiscaux, de marchés publics obtenus dans des conditions douteuses. « Bingo !» murmura-t-elle en photographiant les pages les plus incriminantes. Mathieu Morel n'était pas seulement un père absent, c'était aussi un homme d'affaires véreux. Ces documents étaient une assurance vie supplémentaire, au cas où il s'aviserait de jouer au plus malin. Le lendemain soir, Aurélie attendait Mathieu dans le salon de leur villa. Il rentra tard, comme de plus en plus souvent depuis leur confrontation avec Isabelle. Ses traits étaient tirés, ses cheveux en désordre. « Nous devons parler », annonça-t-elle sans préambule. « Je suis fatiguée, Aurélie. Ça ne peut pas attendre demain. » « Non, ça ne peut pas attendre. » Elle posa le rapport de Mercier sur la table basse. Ouvert à la page des photos de Chloé, Mathieu blêmit en découvrant le visage de sa fille. « Comment as-tu? Tu me prends vraiment pour une idiote. Cette femme débarque à notre soirée, te menace en public, et tu crois que je vais rester les bras croisés. » Mathieu s'effondra dans un fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. « Aurélie, je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. C'est limpide. Tu as eu une liaison il y a 15 ans. Cette femme est tombée enceinte. Et maintenant, elle revient réclamer son dû. La question est, qu'est-ce qu'on fait? » Le « on » surprit Mathieu. Il s'attendait à des reproches, à de la colère, pas à cette froideur calculatrice. « On » répéta-t-il. « Tu oublies que je suis ta femme depuis 12 ans, que notre mariage, même s'il n'est pas basé sur l'amour, nous lie légalement, que ta réputation est aussi la mienne. » Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant les jardins parfaitement entretenus de leur propriété. Cette fille, Chloé, elle est à Montaigne maintenant, dans le même lycée que le fils des Dubois. Que la fille des Monclar, elle évolue dans notre monde, Mathieu, notre monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Aurélie se tourna vers lui, et il fut frappé par la dureté de son regard. Je veux dire qu'il faut qu'on règle ce problème, définitivement, avant que ça nous échappe complètement. Aurélie, cette Isabelle Dubreuil croit qu'elle peut nous faire chanter. Elle se trompe lourdement. On va lui montrer ce qui arrive quand on s'attaque à la famille Morel, dans la pénombre du salon. Les deux époux se faisaient face comme des généraux planifiant une guerre. Une guerre dont l'enjeu était une adolescente de 15 ans qui ne savait pas encore qu'elle était au centre d'un ouragan. À Bacalan, Chloé terminait ses devoirs en pensant à sa nouvelle vie au lycée Montaigne. Elle ne se doutait pas que son nom circulait déjà dans les salons bourgeois de Bordeaux, que sa simple existence menaçait l'équilibre d'un monde qu'elle découvrait à peine. Le piège se refermait lentement, inexorablement, sur une famille éclatée qui allait bientôt apprendre le véritable prix des secrets. L'ultimatum d'Isabelle expirait dans 24 heures et Aurélie Garnier-Morel n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Debout devant la fenêtre de sa chambre, elle contemplait l'aube qui se levait sur Bordeaux en élaborant sa stratégie. Mathieu dormait encore, épuisé par des semaines de tension et d'angoisse. Dans quelques heures, cette femme de ménage insolente rappellerait pour connaître sa réponse. Elle s'attendait sans doute à ce que Mathieu cède, qu'il reconnaisse publiquement cette bâtarde et détruise ainsi 15 ans de construction sociale et financière. « Jamais », murmura Aurélie entre ses dents serrées.
Elle descendit dans son bureau privé et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Laurent, c'est Aurélie Morel. J'ai besoin de vous voir ce matin. Urgence absolue. 1 heure plus tard. » Laurent Mercier était assis en face d'elle dans un café discret du centre-ville. L'homme avait une tête de fouine et des mains qui tremblaient légèrement, trop de cigarettes et d'alcool. Mais il était efficace. Et surtout, il fermait sa gueule quand on le payait bien. « J'ai besoin que vous creusiez plus profond sur Isabelle Dubreuil, » attaqua Aurélie sans préambule. « Son passé, ses faiblesses, ses secrets, tout ce qui peut nous donner un avantage. J'ai déjà fait le tour, Madame Morel. Cette femme est irréprochable. Pas de casier, pas de dette importante, pas de liaison. Tout le monde a des squelettes dans ses placards. Laurent, vous n'avez pas assez cherché. » Elle glissa une enveloppe épaisse sur la table. « Voilà de quoi vous motiver. Je veux aussi que vous surveilliez la gamine. Ses habitudes, ses amis, ses trajets. 24 heures sur 24, Mercier empoche l'enveloppe d'un geste vif. Et si je peux me permettre, qu'est-ce que vous comptez faire avec ces informations ?» Le sourire glacial d'Aurélie lui fit froid dans le dos. « Ce qu'il faut pour protéger ma famille. » Pendant ce temps, au lycée Montaigne, Chloé découvrait les subtilités de la hiérarchie sociale de son nouvel environnement. Malgré ses excellents résultats scolaires, elle sentait bien qu'elle n'appartenait pas vraiment à ce monde. À la récréation, elle observait ses camarades de classe discuter de leurs projets de week-end dans les résidences secondaires familiales, de leurs cours de tennis privés, de leur séjour linguistique à Oxford ou à Harvard. Elle-même n'avait jamais quitté la Gironde. « Tu viens d'où exactement ?» lui demanda Morgane de Saintonge, une blonde peroxydée dont le père dirigeait une chaîne d'hôtels de luxe. « Bacalan », répondit Chloé simplement. Un silence gêné s'abattit sur le petit groupe. Bacalan, c'était l'autre bout du monde pour ses privilégiés, autant dire les banlieues populaires. « Ah », fit Morgane avec une moue dédaigneuse, « et tes parents, ils font quoi ?»« Ma mère, elle travaille dans le nettoyage. Mon père est mort quand j'étais bébé. » Alexandre Dubois, qui assistait à la conversation, intervint gentiment. « Laisse tomber, Morgane. Ce qui compte, c'est qu'elle soit là grâce à ses mérites. » Chloé lui lança un regard reconnaissant. Au moins, il y avait une personne décente dans ce lycée de snobs. « Tu as raison, Alexandre, » répliqua Morgane avec un sourire venimeux. « Il faut encourager la diversité sociale. C'est très charitable. » L'humiliation brûla les joues de Chloé. Charitable, comme si elle était un cas social qu'on tolérait par pitié. Elle tourna les talons et se dirigea vers la bibliothèque, son refuge habituel. Alexandre la rattrapa dans le couloir. « Fais pas attention à Morgane. Elle est comme ça avec tout le monde. Complexe de supériorité mal placé. Ça va ?» mentit Chloé. « Je m'y attendais. Tu sais quoi ? Mes parents organisent une soirée samedi pour leur anniversaire de mariage. Ça te dit de venir ? Il y aura du beau monde, mais aussi des gens normaux. » Chloé hésita. Une soirée chez les bourgeois de Codéran. Elle n'avait rien à se mettre, aucun code de ce milieu. « Je sais pas, j'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement. »« Ça, t'es folle. Tu es très bien comme tu es. Allez, dis oui, ça me ferait plaisir. » Dans le regard vert d'Alexandre, Chloé lut une sincérité qui la toucha. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée, quelqu'un la regardait vraiment, pas comme une curiosité sociale. « D'accord, » finit-elle par accepter. « Mais je te préviens, je risque de faire tâche. Au contraire, tu vas illuminer la soirée. » Isabelle finissait son service de nuit quand son téléphone sonna. 6 heures du matin, numéro inconnu. Elle décrocha en sortant de l'immeuble de bureau qu'elle venait de nettoyer. Mademoiselle Dubreuil, Édouard Lamotte, assistant de M. Morel. Monsieur souhaiterait vous voir ce matin à 9 heures, même endroit que la dernière fois. Il a pris sa décision. Je l'ignore, mademoiselle. Il vous attend. Isabelle raccrocha, le cœur battant. C'était le moment de vérité. Soit Mathieu acceptait de reconnaître Chloé, soit elle déclenchait la guerre totale avec les documents qu'elle avait rassemblés. À 9 heures précises, elle retrouva Mathieu dans le parking souterrain. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Ses traits étaient creusés, ses yeux cernés. Sa prestance habituelle avait laissé place à une fatigue profonde. « Tu as l'air épuisé », observa-t-elle presque avec compassion. « Tu imagines bien que cette situation ne me laisse pas indifférent ? Alors, tu as pris ta décision. » Mathieu la dévisagea longuement, et l'espace d'un instant, elle retrouva l'homme qu'elle avait aimé 15 ans plus tôt, celui qui portait encore en lui une part d'humanité. « Isabelle,
Tu dois comprendre que ce n'est pas si simple. Ma position, ma famille, mes obligations. Tes obligations. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pendant 15 ans? J'ai assumé mes obligations de mère, seule. Je sais, et j'admire ce que tu as fait. Chloé a l'air d'être une fille remarquable. « Ah, tu l'as vue ?» demanda Isabelle, surprise. Mathieu détourna le regard. « Aurélie, elle a fait faire des recherches. Elle sait tout. » Un frisson d'angoisse parcourut Isabelle. « Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la situation est devenue compliquée. Aurélie ne veut pas que je reconnaisse Chloé. Elle menace de demander le divorce si je le fais. Et alors, tu ne l'aimes même pas. Ce n'est pas une question d'amour, Isabelle. C'est une question de survie sociale et financière. Le divorce me coûterait une fortune. Et surtout, Aurélie a des appuis politiques que je ne peux pas me permettre de perdre. » Isabelle sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. « Donc tu choisis ta précieuse réputation plutôt que ta fille. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Plus difficile? Tu veux savoir ce qui est difficile, Mathieu? C'est de travailler 14 heures par jour pour que sa fille puisse manger à sa faim. C'est de lui mentir sur son père depuis 15 ans. C'est de la voir briller à l'école en sachant qu'elle mérite mieux que ce qu'on peut lui offrir. Je peux t'aider financièrement, discrètement, sans que personne le sache. Garde ton argent. Ce que je veux, c'est la vérité. Je veux que Chloé sache qui elle est vraiment. Mathieu s'approcha d'elle, désespéré. Tu ne comprends pas. Aurélie, elle est capable du pire. Si tu révèles l'existence de Chloé, elle te détruira. Elle vous détruira toutes les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a les moyens de vous nuire. Politiquement, socialement, professionnellement. Tu pourrais perdre ton travail. Chloé pourrait perdre sa bourse? Isabelle recula, horrifiée. Tu es en train de me menacer? Non, je te mets en garde. Il faut que tu comprennes dans quoi tu t'engages. Ce que je comprends, c'est que tu es encore plus lâche que je ne le pensais. Elle se dirigea vers l'ascenseur, mais la voix de Mathieu l'arrêta. Isabelle, attends. Elle se retourna, une dernière lueur d'espoir dans le regard. J'ai besoin de temps, quelques semaines, pour convaincre Aurélie, pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Tu as eu 15 ans, Mathieu. Tu n'auras pas une minute de plus. Elle monta dans l'ascenseur, laissant Mathieu seul avec sa lâcheté. Dans quelques heures, elle appellerait les journaux. Dans quelques heures, le scandale éclaterait. Mais elle ne savait pas encore qu'Aurélie Garnier-Morel avait anticipé cette décision, et que la guerre qu'elle s'apprêtait à déclencher aurait des conséquences plus terribles que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Dans l'ombre, les pièces du piège se mettaient en place, et au centre de ce piège, une adolescente de 15 ans qui ne se doutait de rien, continuait à croire que sa vie pouvait être un conte de fées. Samedi soir, Chloé se regardait dans le miroir de sa petite chambre, nerveuse à l'idée de cette soirée chez les Dubois. Elle avait emprunté une robe noire simple à sa voisine Martine, la même qui avait servi à sa mère quelques semaines plus tôt pour une toute autre occasion. « Tu es magnifique, ma chérie », lui dit Isabelle en l'aidant à ajuster le col. « Tu es sûre que ça va aller? J'ai peur de dire une bêtise, de ne pas connaître les codes. Tu vaux tous ces gosses de riches, Chloé. Ne l'oublie jamais. » Isabelle accompagna sa fille en tramway jusqu'à Codéran. Devant la villa des Dubois, illuminée de 1000 feux, elle serra sa fille dans ses bras. « Amuse-toi bien, et appelle-moi quand tu veux rentrer. »« Merci, maman. Je t'aime. » Isabelle regarda sa fille disparaître derrière les grilles dorées, le cœur serré. Dans quelques jours, elle révélerait tout à Chloé, l'identité de son père, les mensonges, la vérité sur cette famille qu'elle côtoyait sans le savoir. Tout allait changer. La soirée battait son plein dans les jardins de la villa Dubois. Chloé, d'abord intimidée par le faste des lieux, commençait à se détendre grâce à la gentillesse d'Alexandre qui ne la quittait pas d'une semelle. « Tu vois, ce n'est pas si terrible », lui glissa-t-il à l'oreille en lui tendant une coupe de champagne. « C'est vrai que c'est beau. Et tes parents ont l'air sympas. Ils le sont. Papa a grandi dans un milieu modeste. Il a tout construit lui-même. Il n'oublie pas d'où il vient. » Chloé observait les invités qui évoluaient avec aisance entre les petits fours et les conversations mondaines. Soudain, elle aperçut un couple qui se dirigeait vers eux. L'homme était élégant, la cinquantaine distinguée, et la femme était d'une beauté glacée, blonde, et parfaite comme une poupée de porcelaine. « Alex, mon chéri » s'exclama la femme en embrassant le jeune homme. « Comme tu as grandi. Bonsoir, tante Aurélie. Bonsoir, oncle Mathieu. » Chloé sentit son sang se glacer.
Mathieu, ce prénom lui disait quelque chose, mais elle n'arrivait pas à se rappeler pourquoi. « Je vous présente Chloé, une nouvelle amie du lycée, » continua Alexandre. « Chloé, voici Mathieu et Aurélie Morel, de vieux amis de la famille. » Mathieu Morel pâlit en entendant le prénom. Ses yeux se posèrent sur le visage de Chloé, et Aurélie ne manqua pas sa réaction. Un sourire inquiétant étira ses lèvres parfaitement glossées. « Enchantée, Chloé, » dit Aurélie d'une voix suave. « Quel joli prénom. Et vous êtes en quelle classe ?»« Première S, madame. Je viens d'intégrer Montaigne. »« Ah, une nouvelle. Et vos parents, que font-ils » Chloé hésita, sentant confusément un piège se refermer sur elle. « Ma mère travaille dans l'entretien. Mon père est décédé quand j'étais bébé. Comme c'est triste, » compatit Aurélie avec une fausse sympathie. « Un accident. Oui, un accident de voiture. » Le mensonge qu'Isabelle avait inventé 15 ans plus tôt résonna étrangement dans l'air parfumé du jardin. Mathieu semblait pétrifié, incapable de prononcer un mot. « Et comment s'appelait votre père ?» insista Aurélie. « Pourquoi cette question ?» Alexandre sentait la tension monter. « Tante Aurélie, on va aller danser, si ça ne vous dérange pas. »« Mais non. Mon chéri, restons encore un peu. J'adore rencontrer les nouveaux amis de la famille. » Alors, Chloé, ce prénom de famille, Chloé se sentait de plus en plus mal à l'aise. Cette femme avait quelque chose d'inquiétant, une froideur qui contrastait avec ses sourires de façade. « Dubreuil », finit-elle par répondre. « Chloé Dubreuil. »« Dubreuil », répéta Aurélie lentement. « Et votre mère, comment s'appelle-t-elle ?»« Madame Morel », intervint Alexandre. « Je ne vois pas l'intérêt de... »« Isabelle », répondit Chloé sans réfléchir. « Elle s'appelle Isabelle. » Le sourire d'Aurélie se transforma en rictus cruel. Mathieu semblait au bord de l'évanouissement. « Isabelle Dubreuil », répéta Aurélie comme si elle savourait chaque syllabe. « Comme le monde est petit, n'est-ce pas, Mathieu ?»« Aurélie », murmura ce dernier d'une voix étranglée. « Ne fais pas ça. »« Faire quoi, mon chéri ?»« Juste faire connaissance avec cette charmante jeune fille. » Elle se tourna vers Chloé, et son regard avait pris une dureté de diamant. « Dis-moi, ma petite Chloé, ta maman ne t'a jamais parlé d'un certain Mathieu. Un homme qu'elle aurait connu il y a, une quinzaine d'années ?» Chloé fronça les sourcils. Ce prénom, encore, pourquoi lui semblait-il familier ? Non, enfin, si, peut-être. Je crois qu'elle a mentionné ce nom parfois, mais quoi ? Arrêtez, intervint Alexandre. Vous lui faites peur. Au contraire, mon chéri. Je pense qu'il est temps que cette petite connaisse la vérité sur ses origines. Aurélie s'approcha de Chloé, qui reculait instinctivement. « Tu veux savoir qui était vraiment ton père ? » « Ma petite, celui qui est soi-disant mort dans un accident de voiture. »« Aurélie, je t'en supplie, » gémit Mathieu. « Il est là, juste devant toi, vivant et en parfaite santé. Présente-toi donc à ta fille, Mathieu. » Le monde de Chloé s'effondra. Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, cet étranger élégant qui la fixait avec des yeux pleins de culpabilité. Et soudain, tout se mit en place. Les ressemblances physiques, les silences de sa mère quand elle posait des questions sur son père, ces moments où Isabelle semblait porter un poids invisible. « Non, » chuchota Chloé, « ce n'est pas possible. »« Oh que si, ma chérie. Ton père, c'est Mathieu Morel, mon mari, celui qui t'a abandonnée avant même ta naissance. » Les jambes de Chloé se dérobèrent. Alexandre la rattrapa de justesse, mais elle le repoussa violemment. « Vous mentez » cria-t-elle. « Mon père est mort. Ma mère me l'a dit. Ta mère t'a menti, » répliqua Aurélie avec une cruauté glacée. « Pour protéger la réputation de mon mari, pour cacher qu'elle n'était qu'une petite serveuse qui s'est fait engrosser par un homme marié. »« Taisez-vous » hurla Chloé, les larmes ruisselant sur ses joues. Autour d'eux, les conversations s'étaient tues. Les invités assistaient à cette scène avec un mélange de fascination et d'embarras. « Chloé, commença Mathieu, mais elle l'interrompit. « Ne me touchez pas, ne m'approchez pas !» Elle se tourna vers Aurélie, le visage déformé par la douleur et la rage. « Pourquoi ? Pourquoi vous me faites ça ? Parce que tu n'aurais jamais dû exister, ma petite. Parce que ta mère et toi, vous représentez une menace pour ma famille. Mais maintenant que tu sais la vérité, peut-être que vous allez enfin nous laisser tranquilles. » Chloé tituba, cherchant une issue. Alexandre tentait de la retenir, mais elle se dégagea et courut vers la sortie, bousculant les invités sur son passage. « Chloé, attends !»
cria Alexandre en se lançant à sa poursuite. Mais elle avait déjà franchi les grilles et courait dans les rues sombres de Codéran, sa robe noire flottant derrière elle comme les ailes d'un corbeau blessé. Elle courut jusqu'à l'épuisement, s'arrêtant finalement sur les quais de Garonne, hors d'haleine et secoué de sanglots. Le fleuve coulait paisiblement sous la lune, indifférent au drame qui venait de se jouer. 15 ans de mensonges, 15 ans à pleurer un père mort qui était en réalité vivant, riche, marié et qui l'avait abandonné, 15 ans à admirer sa mère pour son courage alors qu'elle lui avait menti sur l'essentiel. Chloé sortit son téléphone et composa le numéro d'Isabelle d'une main tremblante. « Ma chérie, tu veux que je vienne te chercher ? Pourquoi tu m'as menti ?» sanglota Chloé. « Pourquoi tu m'as dit qu'il était mort ?» Un silence de plomb s'abattit sur la ligne. « Chloé, où es-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré et sa femme m'a tout dit. Mon père n'est pas mort. Maman, il s'appelle Mathieu Morel et il m'a abandonnée. » Isabelle sentit son monde s'écrouler. Comment Chloé avait-elle pu ? « Ma chérie, écoute-moi. Rentre à la maison. On va parler. Je vais tout expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer. Tu m'as menti. Pendant 15 ans, tu m'as menti. » Chloé raccrocha et jeta son téléphone dans le fleuve. Puis elle s'assit sur le parapet, les pieds dans le vide, et contempla l'eau noire qui coulait en contrebas. Toute sa vie n'était qu'un mensonge. Tout ce en quoi elle croyait s'effondrait. Elle n'était pas la fille d'un héros mort tragiquement, mais l'enfant non désiré d'un homme lâche et d'une femme qui avait préféré les mensonges à la vérité. Le courant semblait l'appeler. Promettant une paix que la vie lui refusait, il suffirait d'un geste, d'un pas dans le vide, et toute cette douleur disparaîtrait. Derrière elle, les lumières de Bordeaux scintillaient, indifférentes à sa détresse. Quelque part dans cette ville, sa mère la cherchait probablement. Quelque part, son père continuait sa vie de notable. Soulagée que son secret soit enfin dévoilé, Chloé ferma les yeux et se pencha vers l'abîme. L'appel arriva à 3 heures du matin. Isabelle, qui n'avait pas fermé l'œil depuis que Chloé avait raccroché, se précipita sur son téléphone en espérant entendre la voix de sa fille. C'était celle d'un inconnu. « Madame Dubreuil. Ici le docteur Lemoine, des urgences de l'hôpital Saint-André. Votre fille a été admise ce soir. Il faut que vous veniez immédiatement. » Le monde d'Isabelle bascula. Elle enfila un manteau par-dessus son pyjama et courut jusqu'à l'arrêt de tramway. Le cœur battant à tout rompre, dans le wagon vide qui filait vers le centre-ville, elle ne cessait de se répéter que ce n'était pas possible, que sa fille ne pouvait pas. Les portes automatiques des urgences s'ouvrirent dans un sifflement, l'odeur d'antiseptique et les néons blafards lui donnèrent la nausée. Elle se précipita vers l'accueil. « Ma fille, Chloé Dubreuil. On m'a appelée. Madame, calmez-vous, elle est en réanimation. Chambre 6. Le docteur vous attend. » Isabelle courut dans les couloirs, jusqu'à la chambre indiquée. À travers la vitre, elle aperçut sa fille allongée sur un lit d'hôpital. Intubée, reliée à une multitude de machines qui bipaient sinistrement, ses cheveux bruns étaient décollés par l'humidité, son visage d'une pâleur de cire. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à sa bouche. « Madame Dubreuil ?» Elle se retourna vers un homme en blouse blanche. La cinquantaine, le regard fatigué de celui qui a vu trop de drames. « Docteur Lemoine, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Isabelle s'effondra sur la chaise en plastique qu'il lui désignait. « Comment va-t-elle ? Elle va s'en sortir ? Votre fille a été repêchée dans la Garonne vers 1h du matin par une patrouille de police fluviale. Hypothermie sévère, début de noyade. Elle était inconsciente quand on l'a amenée. Elle a voulu se suicider. Oui, le jeune homme qui l'accompagnait nous a expliqué qu'elle avait reçu un choc émotionnel violent dans la soirée, Alexandre. Il avait dû la suivre. Alerter les secours, sans lui. Elle va vivre. Les prochaines 48 heures seront décisives. Son corps a subi un traumatisme important. Mais elle est jeune. Elle se bat. Isabelle éclata en sanglots. 15 ans d'émotions retenues qui déferlaient d'un coup. Tout était sa faute. Ses mensonges, ses secrets, cette guerre qu'elle avait déclarée à Mathieu. Chloé en payait le prix. Je peux la voir. Oui, mais elle ne vous entendra pas. Elle est dans le coma, à l'autre bout de la ville. Mathieu Morel errait dans sa villa comme une âme en peine. Aurélie était montée se coucher après la scène chez les Dubois, satisfaite de sa vengeance. Le problème est réglé, avait-elle déclaré froidement. Cette petite ne viendra plus nous embêter.
Mais Mathieu ne trouvait pas le sommeil. L'image du visage désespéré de Chloé le hantait. Cette adolescente était sa fille, son sang, et il venait d'assister à sa destruction sans broncher. Son téléphone sonna, numéro inconnu. « Monsieur Morel, Alexandre Dubois. Je suis désolée de vous déranger si tard, mais... Alexandre, qu'est-ce qui se passe? C'est Chloé, elle a tenté de se suicider. Elle est à l'hôpital Saint-André. Je pensais que vous devriez le savoir. » Le combiné tomba des mains de Mathieu. Sa fille. Sa fille avait voulu mourir à cause de lui, à cause de ce qu'Aurélie lui avait révélé si cruellement. Il monta l'escalier 4 à 4 et fit irruption dans la chambre conjugale. Aurélie lisait tranquillement, comme si de rien n'était. « Tu es contente » hurla-t-il. « Elle a tenté de se tuer. Ma fille, elle a voulu mourir à cause de toi. » Aurélie leva les yeux de son livre, imperturbable. « Ce n'est pas ma faute si cette gamine est so fragile psychologiquement. Et ce n'est pas ta fille, Mathieu. Tu l'as abandonnée, tu te souviens? Tu es un monstre. Non, je suis ta femme, et je protège nos intérêts. C'est pour ça que tu m'as épousée. » Non, Mathieu la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, cette femme qu'il côtoyait depuis 12 ans, avec qui il partageait sa vie, son lit, ses secrets. C'était un iceberg, froide, calculatrice, sans une once d'humanité. « Je vais à l'hôpital. Si tu fais ça, je demande le divorce dès lundi matin. Tu perdras tout, Mathieu, la moitié de tes biens, tes appuis politiques, ta réputation, tout. » Il s'arrêta sur le seuil, déchiré entre sa lâcheté habituelle et cette culpabilité qui le rongeait. « Elle peut mourir, Aurélie. Et alors, elle n'aurait jamais dû naître. Tu le sais aussi bien que moi. » Mathieu la fixa longuement, puis tourna les talons dans le garage. Il monta dans sa BMW et démarra en direction de l'hôpital. Pour la première fois depuis 15 ans, il allait faire quelque chose de bien. Il arriva à Saint-André vers 4 heures du matin. Les couloirs étaient déserts, baignés dans cette lumière blafarde qui donne aux hôpitaux leur atmosphère de purgatoire. Il demanda le numéro de chambre à l'accueil et monta au service de réanimation. Il la vit avant qu'elle ne le voie. Isabelle était assise au chevet de Chloé, tenant la main inerte de sa fille, lui murmurant des mots d'amour et de pardon. Ses cheveux bruns étaient en désordre, ses vêtements froissés, son visage ravagé par les larmes et la culpabilité. Malgré tout ce qui les séparait, malgré 15 ans de silence et de reproches, Mathieu fut frappé par l'amour inconditionnel qui émanait d'elle. Cet amour qu'il avait fui par lâcheté, qu'il avait sacrifié sur l'autel de ses ambitions. Isabelle. Elle se retourna, et il fut saisi par la violence de son regard. Une haine pure, animale, qui lui glaça le sang. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla-t-elle. « Tu viens admirer ton œuvre. J'ai appris ce qui s'était passé. Je voulais. Tu voulais quoi? Présenter tes excuses? Dire que tu regrettes? Il est un peu tard pour les remords, Mathieu. » Sa voix avait monté, et une infirmière passa la tête par la porte. « Madame, il faut garder le calme. La patiente a besoin de repos. » Isabelle se força à baisser le ton, mais sa rage était intacte. 15 ans, Mathieu. 15 ans que je me bats pour elle. 15 ans que je sacrifie tout pour qu'elle ait une chance dans la vie. Et toi, tu débarques avec ta femme pour détruire ce qui me reste. Ce n'est pas moi qui... C'est ta femme, ton épouse, celle que tu as choisie à ma place. Vous êtes venus ensemble démolir une gamine de 15 ans. Mathieu s'approcha du lit où reposait Chloé, même inconsciente, même amaigrie par l'épreuve. Elle était belle, elle avait ses yeux, sa bouche, mais aussi quelque chose d'Isabelle dans l'expression, une force qui transparaissait malgré la fragilité de l'instant. « Elle me ressemble », murmura-t-il malgré lui. « Évidemment qu'elle te ressemble. C'est ta fille, celle que tu as refusé de reconnaître. Celle pour qui tu n'as jamais versé un centime. Isabelle, je sais que j'ai merdé, je sais que je n'ai pas été à la hauteur, mais quoi? Tu vas me dire que tu étais jeune, que tes parents t'ont forcé la main, que c'était plus compliqué que ça. » Il hocha la tête, incapable de mentir davantage. « Mon père, quand il a appris pour toi, pour la grossesse, il m'a dit que si je t'épousais, il me déshériterait, que je ne toucherais jamais l'entreprise familiale. Et tu as choisi l'argent, j'ai choisi la facilité. J'avais 23 ans, Isabelle. J'étais lâche et influençable. Tu es toujours lâche. Rien n'a changé. Ta femme détruit notre fille. Et toi, tu la laisses faire. » Mathieu ferma les yeux.
accablé par ses propres faiblesses. Elle avait raison. Il avait toujours été un suiveur, jamais un leader. D'abord obéissant à son père, puis manipulé par Aurélie. « Je veux changer les choses », dit-il finalement. « Je veux reconnaître Chloé. Maintenant qu'elle est entre la vie et la mort, c'est un peu tard pour jouer les pères repentis. Je sais, mais si elle s'en sort, je ferai tout pour me rattraper. Je lui donnerai mon nom, je l'aiderai, Elle n'a pas besoin de ta pitié, Mathieu. Elle a besoin d'amour, quelque chose que tu ne sais pas donner. » Un long silence s'installa. Trouée seulement par le bip régulier des machines, Chloé respirait avec difficulté, son visage crispé par la douleur même dans l'inconscience. « Pourquoi est-ce qu'Aurélie a fait ça ?» demanda finalement Isabelle. « Pourquoi s'acharner sur une gamine ?» Mathieu hésita, puis décida que le temps des mensonges était révolu. Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, parce que notre mariage est un échec, parce qu'elle est jalouse de toi, de ce que nous avions. Jalouse de quoi? De mes 15 ans de galère. Jalouse de l'amour que je t'ai porté, le seul vrai amour de ma vie. Isabelle le regarda, incrédule. Tu oses me dire ça, maintenant, alors que notre fille se bat pour survivre. Je n'avais jamais eu le courage de te le dire, mais c'est la vérité. Je t'ai aimée, Isabelle. Je t'aime encore. Elle éclata d'un rire amer. Garde tes déclarations pour quelqu'un d'autre, Mathieu. L'amour, ça ne se contente pas de mots. Ça se prouve par des actes, et tes actes parlent d'eux-mêmes. Un médecin entra dans la chambre, interrompant leur confrontation. Les constantes s'améliorent, annonça-t-il avec un sourire prudent. Elle commence à réagir aux stimuli. C'est bon signe. Pour la première fois depuis des heures, Isabelle sourit. Sa fille allait vivre. Sa petite fille courageuse allait s'en sortir. Merci, docteur. Merci. Mathieu, lui, restait silencieux, contemplant cet enfant qu'il découvrait vraiment pour la première fois, cette fille qu'il avait abandonnée et qui luttait maintenant pour revenir à la vie. Il venait de comprendre ce que signifiait vraiment être père, et il était peut-être trop tard. Chloé ouvrit les yeux le 3e jour. D'abord un battement de cils, puis un gémissement étouffé. Isabelle, qui ne l'avait pas quitté depuis 3 jours, bondit de sa chaise. « Ma chérie, tu m'entends ?» Chloé tourna péniblement la tête vers sa mère. Ses yeux étaient voilés, mais conscients. Elle tenta de parler, mais le tube d'intubation l'en empêchait. « Ne force pas, ma puce. Tu es à l'hôpital. Tu as eu un accident, mais tu vas t'en sortir. Un accident. » Isabelle avait choisi ses mots avec soin. Pour l'instant, elle voulait juste que sa fille guérisse. Les explications viendraient plus tard. Le docteur Lemoine arriva quelques minutes plus tard, alerté par les infirmières. « Excellent », dit-il après avoir examiné Chloé. « Les fonctions neurologiques semblent intactes. On va pouvoir retirer l'intubation dans quelques heures. Si ça continue comme ça… » Isabelle pleurait de soulagement. Sa fille allait vivre, vraiment vivre. « Maman ?» avait articulé Chloé quand on lui avait enfin retiré le tube, d'une voix rauque. « Je suis désolée. Chut, on ne parle de rien pour l'instant. Tu dois juste te reposer. » Mais dans les yeux de sa fille, Isabelle lisait une douleur qui ne s'effacerait pas de sitôt. La révélation d'Aurélie avait laissé des cicatrices invisibles mais profondes. Mathieu venait tous les jours. Il restait dans le couloir, n'osant pas entrer, observant parfois sa fille à travers la vitre. Isabelle l'ignorait ostensiblement, mais elle sentait sa présence comme une ombre persistante. Le 5e jour, alors que Chloé dormait, elle le trouva encore là, adossé au mur, l'air défait. « Qu'est-ce que tu attends ?» lui demanda-t-elle sèchement. « Je ne sais pas, que tu me pardonnes. Qu'elle me pardonne. Que le miracle se produise. Il n'y aura pas de miracle, Mathieu. Tu as fait tes choix il y a 15 ans. Tu as fait tes choix l'autre soir maintenant. Assume. Et si je quittais Aurélie? Si je demandais le divorce ?» Isabelle le regarda avec mépris. « Pourquoi faire? Pour te donner bonne conscience? Chloé n'a pas besoin d'un père par charité. Ce ne serait pas par charité. Épargne-moi tes déclarations d'amour tardives. Si tu veux vraiment aider ta fille, disparais de nos vies, définitivement. » Ces mots étaient cruels, mais nécessaires. Isabelle ne pouvait plus se permettre la faiblesse. Trop de mal avait été fait. Le 7e jour, Chloé était suffisamment remise pour être transférée en chambre normale. Isabelle l'aidait à marcher dans le couloir quand elle aperçut une silhouette familière près des ascenseurs. Aurélie Garnier-Morel, impeccable dans son tailleur Chanel, un bouquet de fleurs à la main. « Qu'est-ce que vous foutez ici ?»
attaqua Isabelle en se plantant devant elle. Je viens prendre des nouvelles de cette pauvre petite. J'espère qu'elle va mieux. Le ton mielleux d'Aurélie était une insulte de plus. Chloé, qui avait reconnu la voix, se raidit contre sa mère. « Vous avez du culot de venir ici après ce que vous avez fait. »« Ce que j'ai fait ? Mais je n'ai rien fait, ma chère Isabelle. J'ai juste dit la vérité à cette enfant. N'est-ce pas elle qui avait le droit de savoir ? Vous l'avez détruite, volontairement, cruellement. Je l'ai libérée de vos mensonges. C'est différent. » Aurélie s'avança vers Chloé, qui se cachait derrière sa mère. « Comment vas-tu, ma petite ? J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Parfois, la vérité fait mal. Mais c'est nécessaire. N'approchez pas de ma fille, » siffla Isabelle. « Votre fille, » ricana Aurélie. « Légalement, cette enfant est aussi celle de mon mari, ce qui me donne certains droits, ne croyez-vous pas ? Vous n'avez aucun droit sur elle. Détrompez-vous. Mathieu pourrait très bien demander la garde. Un homme riche et respectable contre une femme de ménage sans ressources. Devinez qui gagnerait. Le chantage était explicite. Isabelle sentit la peur lui glacer le sang. « Qu'est-ce que vous voulez ? Que vous disparaissiez, toutes les deux, loin de Bordeaux, loin de nos vies. Je suis prête à vous faciliter les choses financièrement. Jamais. Alors, il faudra en subir les conséquences. » Aurélie tourna les talons et se dirigea vers l'ascenseur, laissant derrière elle une menace à peine voilée. 2 jours plus tard, Chloé était autorisée à rentrer chez elle. Isabelle l'installa dans leur petit appartement de Bacalan, entourée de tous les soins possibles. Physiquement, sa fille se remettait. Psychologiquement, c'était plus compliqué. Elle parlait peu, restait des heures à regarder par la fenêtre, refusait de retourner au lycée Montaigne. « Je ne peux plus y aller, maman. Tout le monde va savoir, tout le monde va me regarder comme la bâtarde de service. On trouvera une solution, ma chérie. L'important, c'est que tu guérisses. » Mais Isabelle s'inquiétait. Sa fille était en train de s'enfermer dans sa douleur, et elle ne savait pas comment l'aider. Le 10e jour après l'hospitalisation, en revenant de faire des courses, Isabelle trouva l'appartement vide. Le lit de Chloé était défait, ses affaires encore là, mais pas de traces de sa fille. Panique, elle appela partout. Alexandre, les amis de Chloé, l'hôpital, personne ne l'avait vue. Son téléphone sonna, numéro inconnu. « Allô, Madame Dubreuil. Votre fille va bien ? » Pour l'instant, la voix était déformée par un modificateur vocal. « Qui êtes-vous ? Où est ma fille ? Quelqu'un qui pense que vous devriez écouter les conseils qu'on vous donne ? Chloé est en sécurité, mais sa situation pourrait évoluer. Si vous touchez à un cheveu de ma fille, vous ne ferez rien du tout. Vous allez juste réfléchir. Vous avez jusqu'à demain minuit pour quitter Bordeaux. Définitivement, si vous n'êtes plus là demain matin, votre fille vous sera rendue saine et sauve. Vous êtes malade, c'est un enlèvement. C'est un conseil amical. À demain, Madame Dubreuil. » La communication se coupa. Isabelle resta là, le téléphone à la main, paralysée par l'horreur de la situation. Aurélie, cette gare s'était passée aux actes. Dans un entrepôt désaffecté de la zone industrielle de Bassan, Chloé était attachée sur une chaise, un bandeau sur les yeux. Elle avait été enlevée en sortant de chez elle pour acheter du pain. Une voiture s'était arrêtée, 2 hommes en étaient descendus, et avant qu'elle puisse réagir, elle était embarquée. « Où est-ce que vous m'emmenez ?» demanda-t-elle pour la 100e fois. « Ferme-la, gamine. Ça ne durera pas longtemps si ta mère est raisonnable. » L'un des ravisseurs était un homme massif à l'accent de banlieue. L'autre, plus âgé, semblait diriger les opérations. « Elle va appeler les flics », dit le plus jeune. « Non, pas si elle est intelligente. Elle sait qu'on ne rigole pas. » Chloé avait peur, mais elle essayait de rester forte. Sa mère lui avait appris à ne jamais se laisser abattre. Même dans les pires moments, Isabelle arpentait son appartement comme une lionne en cage, appelait la police. Et si ces malades faisaient du mal à Chloé, céder au chantage, et partir où, avec quels moyens, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Mathieu. « Isabelle, j'ai appris ce qui s'est passé. Où est Chloé ? Comment tu as appris ? Aurélie ? Elle m'a dit qu'elle avait résolu le problème. Ta femme a fait kidnapper notre fille. Ta propre fille. » Un silence stupéfait au bout du fil. « C'est impossible. Aurélie ne ferait jamais. Réveille-toi, Mathieu. Ta femme est un monstre. Elle veut qu'on disparaisse de Bordeaux. Sinon quoi ? Je ne sais pas. » Elle n'a pas été précise sur les détails. Mathieu raccrocha brutalement. «
Quelques minutes plus tard, il faisait irruption dans la villa de Codéran où Aurélie l'attendait tranquillement, un verre de champagne à la main. « Où est-elle » rugit-il. « De qui parles-tu, mon chéri ? De Chloé, de ma fille ? Qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai réglé notre problème. Définitivement. Tu es complètement folle. C'est un enlèvement. Tu risques des années de prison. Moi. Mais je n'ai rien fait, mon chéri. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai engagé personne. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Elle mentait avec un aplomb glaçant. Mathieu comprit qu'il n'obtiendrait rien d'elle. S'il arrive quelque chose à Chloé, je te tuerai de mes propres mains. Comme c'est romantique, mais il ne lui arrivera rien si sa mère est raisonnable. Mathieu la quitta et se dirigea vers sa voiture. Il fallait qu'il trouve Chloé. Il fallait qu'il répare. Enfin, toutes ses erreurs. Mais Bordeaux était grande, et une adolescente kidnappée pouvait être cachée n'importe où. Le temps pressait, 23 heures, l'ultimatum d'Aurélie expirait dans 1 heure, et Isabelle n'avait toujours aucune nouvelle de Chloé. Elle avait passé la journée à sillonner Bordeaux, appelant tous les contacts qu'elle avait, scrutant chaque visage dans la rue, espérant un miracle qui ne venait pas. Mathieu, de son côté, avait mobilisé ses relations, des détectives privés, des contacts dans la police, même quelques personnages peu recommandables qui lui devaient des services. Rien, Chloé avait disparu comme si la terre l'avait avalée. Le téléphone d'Isabelle sonna à 23h30. Alors, « Madame Dubreuil, vous avez pris votre décision. Rendez-moi ma fille, » supplia-t-elle. « Je ferai tout ce que vous voulez. C'est exactement ce qu'on espérait entendre. Rendez-vous dans 1 heure au sommet de la tour Morel. Seul. Et n'oubliez pas, un seul faux pas, et votre fille le paiera. » La tour Morel ? Mais comment je... Débrouillez-vous. Vous avez 60 minutes. La communication se coupa. Isabelle regarda l'heure. Minuit moins 30, la tour de bureau de Mathieu se dressait à 15 minutes en voiture. Mais comment accéder au toit d'un gratte-ciel en pleine nuit ? Son téléphone sonna de nouveau. Mathieu. Isabelle. J'ai peut-être une piste. Mes hommes ont repéré un van suspect près de... Il faut que tu m'emmènes au sommet de ta tour. Le coupa-t-elle. Maintenant ? Quoi ? Mais pourquoi ? Ils m'ont donné rendez-vous là-haut. Chloé y est peut-être. J'arrive, ne bouge pas. La BMW de Mathieu s'arrêta devant l'immeuble d'Isabelle 10 minutes plus tard. Elle monta en trombe, claquant la portière. Fonce, on n'a plus que 20 minutes. Isabelle, c'est peut-être un piège. Je m'en fous, c'est ma fille. Ils traversèrent Bordeaux à tombeau ouvert. La nuit était claire, les rues désertes, dans l'habitacle. Une tension électrique vibrait entre eux. « Je suis désolée, » dit soudain Mathieu. « Pour tout, pour ces 15 ans, pour Aurélie, pour... Épargne-moi tes excuses. Pour l'instant, on sauve Chloé. Le reste, on verra après. » La tour Morel se dressait devant eux, ses 40 étages scintillant dans la nuit. Mathieu gara la voiture dans le parking souterrain et ils montèrent vers les ascenseurs. « Tu as les clés pour accéder au toit. »« Oui, mais Isabelle, si c'est vraiment Aurélie qui... Si c'est ta femme, tu feras ton choix. Une bonne fois pour toutes. » L'ascenseur les hissa vers les hauteurs. Chaque étage franchi augmentant leur angoisse. Au 39e, Mathieu inséra sa carte magnétique pour accéder au niveau technique qui menait au toit. « Après toi, » dit-il en ouvrant la porte de service. Le vent glacé de novembre les gifla. Bordeaux s'étendait à leurs pieds, une mer de lumière scintillante traversée par les courbes sombres de la Garonne. Au centre de la terrasse, 3 silhouettes les attendaient, Aurélie, élégante malgré l'heure tardive, et 2 hommes en noir qui encadraient Chloé. « Ponctuel », constata Aurélie. « J'apprécie la régularité. » Chloé était debout, les mains liées dans le dos, un bâillon sur la bouche. Ses yeux exprimaient une terreur mêlée de soulagement en voyant sa mère. « Lâchez-la !» cria Isabelle en s'avançant. « Pas si vite. D'abord, on discute. » Mathieu s'avança à son tour, et Aurélie lui sourit comme si de rien n'était. « Tiens, mon chéri, tu as décidé de te joindre à nous. Comme c'est touchant. Aurélie, tu es devenue folle. Relâche cette gamine immédiatement. » Cette gamine, ricana-t-elle. Tu veux dire ta fille, celle que tu as reniée pendant 15 ans. Soudain, tu t'intéresses à elle. Le vent faisait claquer les cheveux de Chloé. Elle regardait cette scène surréaliste avec des yeux écarquillés, encore sous le choc de découvrir l'ampleur de la haine qu'elle suscitait. «
Qu'est-ce que tu veux, Aurélie ? Demanda Isabelle. Ce que j'ai toujours voulu, que vous disparaissiez de nos vies, que cette erreur de jeunesse soit enfin effacée. Une erreur, s'insurgea Mathieu. Tu parles de ma fille. Ah, maintenant, c'est ta fille. Comme c'est commode. Où étais-tu quand elle faisait ses premiers pas, quand elle prononçait ses premiers mots, quand elle pleurait en demandant pourquoi papa n'était jamais là? Chaque mot était un coup de poignard. Mathieu accusait le coup, conscient de la justesse de ses reproches. J'étais jeune, j'avais peur. Tu étais lâche, tu l'es toujours. Aurélie se tourna vers Isabelle, ses yeux brillants d'une lueur maladive. Vous voulez savoir pourquoi je la déteste autant, votre petite ? Pourquoi son existence même m'est insupportable ? Aurélie, arrête, murmura Mathieu. Non, il faut qu'elle sache, il faut qu'elle comprenne. Elle s'avança vers Isabelle, le visage déformé par des années de frustration refoulée. Parce qu'elle a ce que je n'aurai jamais, parce qu'elle porte le sang de l'homme que j'ai épousé, parce qu'elle est la preuve vivante que Mathieu a été capable d'amour, ce qu'il n'a jamais ressenti pour moi. Aurélie, tais-toi. Tu crois que je ne sais pas. Tu crois que je n'ai pas vu comme tu l'as regardé sur ses photos, comme tu regardais sa mère, avec cette tendresse que tu n'as jamais eue pour moi. Les larmes coulaient sur les joues parfaitement maquillées d'Aurélie. 12 ans de mariage arrangé, de frustration, de stérilité assumée, explosaient enfin. Notre mariage n'a jamais été basé sur l'amour, continua-t-elle. Tu avais besoin de mes relations, j'avais besoin de ta fortune. Mais voir cette femme, cette domestique, avoir eu ce que moi je ne pouvais pas, c'était intolérable. Vous êtes malade, constata Isabelle avec un mélange de pitié et de dégoût. Malade, peut-être, mais réaliste. Cette gamine n'aurait jamais dû naître, et ce soir, on va corriger cette erreur de la nature. Un des hommes en noir fit un pas vers Chloé, qui recula instinctivement vers le bord du toit. « Non !» hurla Isabelle en se précipitant, mais l'autre homme la ceintura, l'empêchant d'avancer. « Aurélie, arrête ça tout de suite !» ordonna Mathieu. « Tu ne vas pas ? Si, je vais le faire, parce que vous m'avez poussé à bout, parce que vous avez refusé de partir quand je vous l'ai gentiment demandé. » Chloé était maintenant au bord du vide, 40 étages au-dessus de Bordeaux. Le vent faisait voler sa robe d'hôpital, et elle tremblait de froid et de terreur. « Regardez-la bien !» cria Aurélie par-dessus le vent. « C'est ça votre précieux amour. Cette petite chose fragile qui va s'écraser 40 mètres plus bas. Aurélie, je t'en supplie, » gémit Mathieu. « Tu me supplies, toi, l'homme qui n'a jamais eu un geste tendre pour moi, qui n'a jamais su me regarder comme tu regardais cette traînée. Je peux apprendre. On peut essayer d'être heureux ensemble. Il est trop tard, Mathieu. Beaucoup trop tard. » Elle fit signe à ses hommes. Celui qui tenait Chloé la poussa vers le vide. L'adolescente bascula, ne tenant plus que par une main à la rambarde. « Chloé !» hurla Isabelle en se débattant. C'est alors que quelque chose se brisa en Mathieu. 15 ans de lâcheté, de compromission, de renoncement. Il vit sa fille suspendue dans le vide. Il vit la femme qu'il avait aimée se battre pour la sauver. Et il comprit enfin ce que signifiait vraiment le courage. Il se rua sur l'homme qui menaçait Chloé, le percutant de plein fouet. Ils roulèrent au sol, luttant corps à corps près du bord du toit. « Mathieu !» cria Aurélie, stupéfaite. Isabelle profita de la surprise de son gardien pour se libérer et se précipiter vers Chloé. Elle la saisit par les poignets au moment où celle-ci lâchait prise. « Tiens bon, ma chérie, je te tiens. » Mais le poids de Chloé l'entraînait vers le vide. Ses forces l'abandonnaient, et elle sentait qu'elle ne pourrait pas tenir longtemps. « Maman, lâche-moi, sauve-toi !» murmura Chloé. « Jamais, tu m'entends ? Jamais !» C'est alors qu'une autre paire de mains se joignit aux siennes. Mathieu, qui avait maîtrisé son adversaire, l'aidait à remonter leur fille. Ensemble, ils hissèrent Chloé sur la terrasse. Isabelle la serra contre elle, sanglotant de soulagement. « C'est fini, ma chérie, c'est fini. » Derrière eux, Aurélie regardait cette scène de réconciliation avec une rage folle. Son plan avait échoué. Sa vengeance lui échappait. « Non !» cria-t-elle en se ruant vers eux. « Non, elle devait mourir, elle devait mourir. » Mais dans sa course effrénée, ses talons hauts dérapèrent sur le sol humide. Elle bascula par-dessus la rambarde avec un cri strident qui se perdit dans la nuit. Mathieu se précipita au bord du toit, mais il était trop tard, 40 étages plus bas.
Le corps d'Aurélie gisait sur le parvis de la tour, immobile. Un long silence s'abattit sur le toit, puis Chloé leva les yeux vers Mathieu, cet homme qu'elle découvrait vraiment pour la première fois. « Papa » chuchota-t-elle. Et pour la première fois depuis 15 ans, Mathieu Morel pleura. 6 mois plus tard, le printemps renaissait sur Bordeaux. Les platanes de la place des Quinconces se parèrent de leurs premiers bourgeons, et la Garonne coulait paisiblement sous un ciel redevenu clément. Dans le petit café de la rue Sainte-Catherine où elle avait ses habitudes, Isabelle sirotait son expresso en relisant une lettre qu'elle venait de recevoir. L'en-tête portait le logo de l'Université de Sciences Po Paris. « Mademoiselle Dubreuil, nous avons l'honneur de vous informer que votre candidature a été retenue. Maman. » « Tu as vu ?» Chloé fit irruption dans le café, radieuse, brandissant une enveloppe similaire. « Moi aussi. Sciences Po m'accepte. Avec une bourse complète. » Isabelle sourit en regardant sa fille. Ces 6 derniers mois avaient été difficiles, marqués par l'enquête policière. Les articles de presse, les séances chez le psychologue, mais Chloé avait trouvé en elle une force qu'Isabelle ne soupçonnait pas. Elle était revenue au lycée Montaigne la tête haute, avait affronté les regards et les chuchotements, et avait terminé sa première avec les félicitations du jury. « Je suis si fière de toi, ma chérie. C'est grâce à toi, maman. Tu m'as appris à ne jamais baisser les bras. » Elles s'embrassèrent, savourant ce moment de bonheur simple. Dehors, les passants vaquaient à leurs occupations, indifférents au miracle qui se jouait dans ce petit café. « Et, papa ?» demanda Chloé avec cette prudence qu'elle mettait encore dans ce mot nouveau. « Il va bien. Il sera content d'apprendre pour Sciences Po. » Les relations entre Isabelle et Mathieu restaient complexes. Trop de blessures, trop d'années perdues pour que tout redevienne simple. Mais ils apprenaient à se parler, à construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. Mathieu avait tenu ses promesses. Il avait reconnu Chloé légalement, lui avait donné son nom si elle le souhaitait, ce qu'elle avait refusé, préférant rester Dubreuil. Il avait créé un fonds de dotation pour financer les études des jeunes issus de milieux modestes, une façon de racheter ses erreurs. Peut-être. Il vient dîner ce soir. Oui, comme tous les dimanches, cette tradition s'était instaurée naturellement. Mathieu venait dîner dans leur petit appartement de Bacalan, apportant des plats du traiteur huppé, parce qu'Isabelle refusait encore qu'il leur fasse des cadeaux trop voyants. Ils parlaient de tout et de rien, évitant soigneusement les sujets qui fâchent. Apprenant à se connaître comme s'ils venaient de se rencontrer, le soir venu, Mathieu sonna à la porte de l'appartement. Il avait changé en 6 mois, plus détendu, moins guindé. Il portait un jean et un pull en cachemire au lieu de ses éternels costumes. Et ses cheveux avaient retrouvé cette désinvolture qu'Isabelle lui avait connue dans sa jeunesse. « Bonsoir », dit-il en embrassant Chloé sur les joues. Le geste était encore un peu maladroit, mais sincère. 15 ans de paternité ratée ne se rattrapaient pas en quelques mois. « Papa, j'ai été acceptée à Sciences Po. » Le visage de Mathieu s'illumina. Ce mot « papa », prononcé avec joie et fierté, valait tous les contrats du monde. « C'est formidable. Je suis si fière de toi. » Il la serra dans ses bras, et Isabelle sentit son cœur se serrer. Tant d'années perdues, tant de bonheur manqué. Et toi, Isabelle, comment ça s'est passé pour ton examen? Ah oui, le secret qu'elle gardait depuis 1 semaine. Elle avait passé le concours d'entrée en formation d'infirmière, à 34 ans. Elle avait décidé de changer de vie, de quitter les bureaux nocturnes pour un métier qui avait du sens. « J'ai été reçue », avoua-t-elle. « Je commence en septembre. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais être sûre avant de... » « C'est merveilleux », s'exclama Mathieu. « Tu vas être une infirmière fantastique. » Dans son regard, Isabelle lut une admiration sincère. Cet homme qui dirigeait un empire financier admirait sa force, son courage, sa capacité à se relever. Ils dînèrent dans la bonne humeur, parlant des projets d'avenir, des études de Chloé, des vacances qu'ils pourraient peut-être passer ensemble, une famille recomposée, imparfaite, mais réelle. « Au fait, » dit Mathieu vers la fin du repas, « j'ai quelque chose à vous annoncer. » Isabelle et Chloé le regardèrent avec curiosité. « J'ai vendu l'entreprise. »« Quoi ?» s'exclama Chloé. « Mais pourquoi ? Parce que j'ai compris que la réussite, ce n'est pas l'argent ou le pouvoir, c'est d'être avec les gens qu'on aime. » Il regarda Isabelle droit dans les yeux. « J'ai acheté une petite maison en Dordogne, avec un jardin, des arbres fruitiers. Je pensais, enfin, si vous voulez, on pourrait y passer du temps ensemble, apprendre à se connaître vraiment. »
Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme qui avait sacrifié sa jeunesse aux ambitions familiales, qui avait renoncé à l'amour par lâcheté, trouvait enfin le courage de choisir l'essentiel. Et ton train de vie, tes relations, ton monde. Mon monde, c'est vous, si vous voulez bien de moi. Chloé regarda sa mère, puis son père, et sourit. Moi, ça me va. Et toi, maman? Isabelle hésita. Pouvait-elle pardonner? Pouvait-elle faire confiance à cet homme qui l'avait déjà abandonnée une fois? Il faudra du temps, dit-elle finalement. Beaucoup de temps. J'ai tout mon temps, répondit Mathieu. Le reste de ma vie, si nécessaire. 1 an plus tard, par une belle journée d'été, Isabelle contemplait le jardin de la maison de Dordogne depuis la terrasse. Chloé et Mathieu s'occupaient du potager, se chamaillant gentiment sur la meilleure façon de tailler les tomates. Elle était infirmière depuis quelques mois maintenant, et trouvait dans ce métier un épanouissement qu'elle n'avait jamais connu. Chloé excellait en première année de Sciences Po, et venait passer tous ses week-ends et ses vacances ici. Mathieu avait tenu parole. Il ne l'avait jamais pressée, n'avait jamais exigé plus qu'elle ne pouvait donner. Il reconstruisait leur confiance pierre par pierre, geste après geste, avec la patience de celui qui sait qu'il a tout à se faire pardonner. « Maman !» cria Chloé depuis le jardin. « Tu viens nous aider ?»« J'arrive !» Elle descendit vers eux, vers cette famille improbable qu'ils étaient en train de construire. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des silences pesants, des blessures qui se rouvraient parfois, des moments de doute, mais il y avait aussi des rires, des complicités nouvelles, des projets d'avenir. Il y avait Mathieu qui apprenait à être père, qui découvrait le bonheur simple de regarder sa fille grandir. Il y avait Chloé qui s'épanouissait, forte de savoir enfin qui elle était vraiment. Et il y avait l'amour, pas celui, passionné et naïf, de leurs 20 ans, mais quelque chose de plus profond, de plus solide, un amour mûri par l'épreuve, nourri de respect mutuel et de seconde chance. Le soir, quand Chloé fut couchée, Isabelle et Mathieu s'assirent sur la terrasse, contemplant les étoiles qui brillaient au-dessus de la campagne périgourdine. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. « Oui », répondit-elle sans hésiter. « Pour la première fois depuis longtemps. Je suis vraiment heureuse. J'ai une question à te poser. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu. « Mathieu, attends, laisse-moi parler. Je sais que j'ai tout gâché la première fois. Je sais que j'ai été lâche, indigne de toi et de notre fille. Mais si tu veux bien me donner une seconde chance, si tu acceptes de croire que j'ai changé, épouse-moi. » Isabelle regarda la bague simple et élégante qu'il lui tendait. Pas un diamant ostentatoire, mais un saphir entouré de petites pierres précieuses. Quelque chose de beau sans être voyant, quelque chose qui lui ressemblait. « Pose-moi la question dans 1 an, dit-elle finalement. Si nous sommes toujours heureux dans 1 an, si nous avons réussi à construire quelque chose de solide, alors je te répondrai oui. » Mathieu sourit et rangea l'écrin. « 1 an, alors, je peux attendre 1 an de plus. Tu as déjà attendu 15 ans, remarqua-t-elle en souriant. Les 15 plus belles années de ma vie, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Il lui prit la main, et elle ne la retira pas, sous les étoiles de Dordogne. 3 vies brisées se réparaient lentement, prouvant que l'amour véritable peut survivre à tout, même aux erreurs, même au temps, même aux mensonges. L'amour trouve toujours un chemin vers la rédemption,